Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Karim Bouamran. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors moins d'un mois avant le vote du budget, beaucoup d'arbitrages sont encore en cours au sommet de l'État. Avec une inconnue, le Rassemblement national va-t-il voter la motion de censure annoncée, programmée par la gauche, quitte à faire tomber le gouvernement Barnier? Quelles en seraient les conséquences? Pourrait-on éviter une triple crise politique, économique et sociale? Et puis dans ce contexte, quel avenir pour le PS, soumis ou insoumis à LFI? Et au-delà, qu'est-ce qui fait le plus de mal à la France et au vivre ensemble? La lepénisation des esprits et le Rassemblement national, ou la mélenchonisation des esprits et la France insoumise? Mais pour commencer, Karim Bouamran, l'actualité. Face à la menace d'un conflit mondial et nucléaire agité par Poutine, comment doit répondre la France, l'Europe et le monde? Le conflit a duré depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et on a vu qu'il y a un élément déterminant, c'est l'élection de Trump, qui, comme par hasard, s'est vu connaître une accélération la semaine dernière. Je pense qu'on devrait atterrir sur un arrêt, au moins un cessez-le-feu en début d'année prochaine, dès l'arrivée de Trump, qui s'articulera autour du Donbass, le Donbass. Et malheureusement, l'enseignement, c'est la fameuse politique européenne de sécurité et de défense commune, tant attendue depuis des années et des années, a montré ses limites. Donc, Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, malheureusement. Donc j'ai bien lu et entendu les déclarations du ministre Barrot. Bon, c'est des déclarations de circonstances. On va en parler justement. Il ne pouvait pas ne pas faire autrement. On va parler des déclarations de Barrot, mais d'abord, est-ce qu'il faut... Donc, a priori, Trump fera tout pour, comme il le dit, arriver... Lui, il parle de paix. François Hollande, qui était la semaine dernière ici, dit capitulation de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il faut être plus que jamais du côté de l'Ukraine ou contraindre Zelensky à capituler face à Poutine, comme semble le souhaiter Donald Trump? Et malheureusement, on a tout fait pour essayer de sauver l'Ukraine. On arrive à un moment déterminant où on devrait arriver dans une ligne de démarcation dans l'état des forces actuelles. Donc, est-ce que ça sera une capitulation de l'Ukraine en l'état? Ça y ressemble. Ça y ressemble et ça renvoie là aussi à une limite de la puissance stratégique, militaire, de coordination de l'Union européenne. L'Union européenne, avec ce coup de fil de Scholz à Poutine qui a été considéré comme un mauvais signal, est-ce que l'Allemagne n'est pas désormais le cheval de Troie des États-Unis en Europe? Non, je pense que c'est surtout la faiblesse stratégique, militaire et de coordination de l'Europe. Scholz l'a fait, il était en pleine crise politique, crise financière. Qui n'est pas terminée. Crise institutionnelle qui a démarré il y a 3 semaines. Et qui risque de durer 6 mois. Son calcul a été très simple. J'ai une augmentation de l'inflation, la fin de la dépendance avec, au niveau des matières premières a atteint ses limites. Donc je ne peux plus faire autrement. Donc il est temps pour moi de sauver mon cas. Donc ça renvoie là aussi à un problème de l'Europe politique, Europe militaire et politique commune portée par des responsables politiques. Et là, on a vu les limites. Et alors, justement, vous parlez de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Donc, est-ce que vous approuvez ce qu'il dit quand il affirme que la France soutiendra l'Ukraine aussi intensément et aussi longtemps que nécessaire? Parce que, dit-il, Jean-Noël Barrot, c'est notre sécurité qui est en jeu et que chaque fois que l'armée russe progresse d'1 kilomètre carré, la menace se rapproche d'1 kilomètre carré de l'Europe. Il a raison, vous partagez ça ou pas? Mais tout le monde partage. Ou alors on partage. Ouais. 2, il est dans son rôle. 3, oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la France doit sortir avec le maximum de fierté et d'orgueil. Mais soyons réalistes. C'est fini. C'est quasiment plié. Et alors quand c'est l'élection de Trump qui a fait basculer le jeu. Et alors quand elle envoie de troupes au sol, Jean-Noël Barrot toujours n'écarte aucune option. C'est sérieux, vous croyez? Mais il écarte aucune option. Il faudrait qu'il aille au bout de sa pensée. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire l'envoi de soldats français au sol. Ouais, vous pensez vraiment que la population française est prête à envoyer des concitoyennes, des concitoyens en Ukraine? Vous? Très limité, je pense. Très limité? Je pense, vraiment. Ouais. Alors, qu'est-ce que cette menace d'un... Parce que pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur Aliza, mais au bout d'un moment, la question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui les Françaises et les Français sont prêts à aller mourir en Ukraine? Donc on est prêt effectivement à porter un idéal de paix. On s'est battu. Le problème, c'est que l'Europe n'avait pas les moyens de cette ambition. Et aujourd'hui, Trump arrive. Et malheureusement, cette relation infantilisée de l'Europe avec les États-Unis a fait que Trump arrive et siffle la fin de la récréation. C'est regrettable.
Donc, ce n'est pas les déclarations de Barrot qui vont changer le jeu. Fin de la récréation, justement, est-ce que cette menace d'un conflit mondial et nucléaire agité donc, par Vladimir Poutine change quelque chose au niveau franco-français? Est-ce que cela peut modifier la nature du débat politique? Ça peut modifier le débat politique, mais ça modifie. Ça nous renvoie à une situation, Monsieur Aziza, c'est qu'aujourd'hui, la paix n'est pas une denrée pérenne. Que ce soit au Proche-Orient, que ce soit au Soudan, que ce soit la relation avec la Russie ex-URSS, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe, telle qu'elle s'est fondée, sur une base de paix, le combat est aujourd'hui encore plus d'actualité. Donc effectivement, la vraie question aujourd'hui, c'est comment on arrive à reconstituer une Europe non pas basée sur des éléments technocratiques et uniquement économiques et financiers, mais sur des bases de valeurs universelles, à savoir la paix. Alors, débat franco-français, débat politique, débat social, budgétaire, économique. Avec d'abord, c'est dans la semaine prochaine, la proposition de loi de LFI, de la France Insoumise, d'abroger la réforme des retraites qui va être donc soumise jeudi au vote des députés. Le Parti socialiste doit-il mêler ses voix à celles de LFI et qui veut concomitamment à l'abrogation de la réforme des retraites abroger la loi Touraine votée sous François Hollande, donc par la majorité socialiste de l'époque? En tant que responsable politique, M. Aziza, moi je me définis jamais par rapport à tel ou tel parti, je me définis par rapport à la loi Touraine, c'est ça? Bien sûr, par rapport à la loi Touraine. La loi Touraine a donné la possibilité à 800 000 personnes de partir à l'âge de retraite à l'âge de 100 ans, de dégager, pour des personnes comme mon père, des notions de pénibilité, extrêmement important, et surtout de maintenir l'âge de la retraite à 62 ans. Bon. Là, le projet, dans le cadre de la niche parlementaire de la LFI, la PPL, est relativement intéressant. Sauf que, là encore, on retombe dans les travers de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire faire de la tactique technico-tactique, comme dirait les gens. On revient sur les 42 annuités, les 43 annuités pour demander 42 annuités. On sait très bien que ce n'est pas possible. Donc la question, c'est très simple. La position du Parti socialiste, c'est que est-ce qu'on soutient cette mesure de baisser les 43... Et alors vous seriez député, qu'est-ce que vous feriez? Je ne voterai pas du tout cette mesure. Et vous voteriez, parce qu'il y a ces deux propositions de loi concomitantes. Déjà, il y a un amendement qui a été déposé par le groupe, qui sera refusé par LFI. Qui sera, selon toute vraisemblance, refusé. Et donc donc je ne voterai pas. Vous voterez pas. Et vous demandez aux socialistes... Je vote la loi qui est en phase avec mes principes. Ouais. Et vous conseillez donc aux députés socialistes de ne pas voter? Le Parti socialiste est relativement divisé. J'ai échangé avec plusieurs camarades, pas plus tard qu'hier, où j'ai été dans la fédération du Parti socialiste parisien, où c'est divisé. Donc soit on est à la remorque de la LFI et on tombe dans ce petit piège, ou soit on n'a qu'une seule boussole, l'intérêt des Françaises et des Français. Insoumission, vous dites insoumission. Je dis simplement, c'est respecter le principe de la loi Touraine qui était très bien. Qui a été efficace. L'actualité, c'est aussi cette alerte générale sur l'emploi avec une flambée de plans sociaux et de licenciements. Est-ce qu'on peut encore enrayer cette spirale infernale? Ça renvoie à la politique d'industrialisation française, M. Aziza. Donc on l'a vu au travers de deux exemples. Un exemple probant, l'exemple de Michelin. Michelin qui ferme 2 usines. Problème de coût, donc comment on arrive à absorber l'évolution des matières premières. Donc c'est pas déconnecté de votre première question par rapport à l'Ukraine. Problème de compétitivité, de concurrence de la Chine par exemple. De simplification des normes. Des normes, elles doivent être utilisées pour protéger et pas pour alourdir. Donc aujourd'hui on voit bien que cette espèce de technocratie ambiante qui alourdit une bonne partie des process entrave justement cette dynamique d'industrialisation. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la France doit revoir sa politique d'industrialisation? Oui, vous l'avez évoqué, Sanofi, il y a Michelin, mais il y a aussi toutes les PME, les ETI. Et le MEDEF annonce peut-être jusqu'à 400 000 emplois perdus à cause de ce contexte social un peu compliqué. C'est un contexte, mais ça renvoie à un virage qui a privilégié la demande interne avec des prix à basse, des produits à basse compétitivité, au lieu de privilégier des produits à grosse valeur ajoutée, comme ce fut le cas dans les années 70. Donc c'est toute notre politique de réindustrialisation, de pari industriel qui doit être revue. Alors dans ce contexte, il y a cette proposition du gouvernement qui souhaite imposer 3 jours de carence aux fonctionnaires. Est-ce que c'est vraiment un non-sens que la fonction publique s'aligne sur le privé? Ce qui est un non-sens, c'est considérer que les 1300 milliards de déficit doivent être portés par les collectivités territoriales, comme ça fut le cas avec les 11 milliards du plan Barnier. Vous le sentez à Saint-Ouen?
Saint-Ouen, très concrètement, c'est un manque à gagner de 4 millions. La semaine dernière, vous arrivez à les trouver ou pas? À Saint-Ouen, on arrive à avoir un budget responsable, efficace et performant parce qu'on a la chance d'avoir pu bénéficier d'une politique d'attractivité qui nous a donné la possibilité d'avoir des entrées fiscales. Les Jeux Olympiques ont joué un rôle? Mais non. Les Jeux Olympiques ont joué un rôle en termes d'attractivité, de rayonnement global, mais ce n'est pas ce qui m'a donné la possibilité d'avoir des rentrées fiscales. Mais pour finir sur la question en filigrane par rapport le jour de carence, le jour de carence et à quoi ça renvoie, les collectivités territoriales représentent 70% des investissements publics. Et vous avez 450 villes qui représentent 70% de ces collectivités territoriales. Vous imaginez le nombre de Françaises et de Français qui vont en pâtir. Donc là aussi, on a une espèce de décalage total entre cette espèce de qui veut gagner des millions tous les jours, une course à l'échalote avec la meilleure proposition. Et à chaque fois, quand il y a une proposition, il y a un impact direct sur les Françaises et les Français. Parce que, on revient à ce qu'on disait il y a quelques semaines, manque de vision, manque de projet, manque de coordination, manque d'harmonie politique. Et aujourd'hui, si on arrive à une impasse, c'est la résultante de ce manque de vision politique pour le pays. Et pourtant, on avait cité votre nom, y compris pour Matignon. Oui, vous dites heureusement que j'ai pas été nommé, heureusement que je suis pas ministre ou pas? Non, je me dis si j'avais été ministre, ça aurait été avec une méthode avec un budget de compromis qui intègre la justice sociale. Il n'y a rien sur le logement. C'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez vu le budget. Sortez-moi un seul corps intermédiaire qui vous dit c'est super, j'y trouve mon compte. Les entreprises pleurent, les salaires modestes pleurent, les enseignants pleurent, les infirmières pleurent. C'est un budget qui nous mène à l'impasse. C'est pas pour rien que aucun parti politique, à l'exception d'Ensemble, se disent je vais voter ce budget. Alors on parlera du budget un peu plus tard, toujours social. Les syndicats ont déposé un préavis de grève reconductible à la SNCF à partir du 11 décembre. Est-ce que vous redoutez, est-ce qu'il faut redouter un décembre noir sans train à Noël? Est-ce que vous demandez aux cheminots de renoncer à cette grève? Déjà, le mot noir, quand il concerne des situations négatives, je l'enlève. Surtout quand je suis à Radio J. Donc, radio de grève tolérance, de paix et de valeurs universelles. Est-ce que vous dites qu'il faut laisser partir les Français en vacances? Mais ce que je dis simplement, c'est que le ministre de la fonction publique et le Premier ministre doivent avoir une discussion avec tous les corps intermédiaires pour éviter qu'on arrive à cette situation-là. Ce qui se passe avec les agriculteurs, ce qui peut se passer avec le personnel hospitalier. Vous avez évoqué les 3 jours de carence, ce qui se passe aussi avec les crise sociale grave. Vous croyez? On a un terreau en tout cas favorable pour une crise sociale, mais contrairement à certaines et certains, je suis contre le chaos, moi, monsieur Aziza. Donc contre la grève à Noël? Non, mais je suis contre le chaos. Je suis contre fomenter et alimenter le chaos. Donc est-ce que l'expression des différents corps intermédiaires ou des salariés, des agents qui demandent plus de pouvoir d'achat, plus de protection est légitime? Mais évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Les agriculteurs, c'est légitime ou pas? Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'ils demandent. Est-ce qu'ils demandent des décisions nationales ou est-ce qu'ils s'en prennent à l'Europe? Mais le sujet des agriculteurs, il faut déconnecter les grands propriétaires terriens qui sont dans une logique corporatiste et le petit propriétaire qui a du mal à amortir son crédit et qui a du mal à finir ses fins de mois. Donc moi, je me rangerais toujours du côté des plus faibles. Et aujourd'hui, la question des agriculteurs, comme la question des fonctionnaires, comme la question des entreprises, n'est pas unifactorielle. C'est au bout d'un moment, il y a une espèce de sentiment de domination et on n'y voit pas la fin du tunnel, le bout du tunnel. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Alors le bout du tunnel peut-être, le bout d'un chemin peut-être, dans 3 semaines, il y a cette perspective de motion de censure du NFP. Est-ce que le PS doit voter cette motion de censure donc, sur le budget, quitte à mêler vos voix, à celles du Rassemblement national? Ce que fait le RN, ça m'est égal. Moi, je suis socialiste. Et ce qui m'intéresse, c'est en fonction de mon projet, de nos programmes et de nos mesures. Donc, aujourd'hui, je répète la question. Donc, le NFP va annoncer le dépôt d'une motion de censure à la mi-décembre contre le budget. Est-ce qu'il faut mêler vos voix, celles du PS, aux voix du Rassemblement national? Il faut voter une motion de censure contre le budget Barnier. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce budget n'est pas un budget de compromis. Il a donné des gages à l'extrême droite. Il donne des gages à la droite. En revanche, lorsqu'on lui demande le minimum de compromis
pour les parlementaires de gauche, il ne fait rien. Donc oui, il faut voter la motion de censure. Donc il reste 3 semaines, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Qui se tourne vers le président du groupe PS, Boris Vallaud, qui discute avec les parlementaires du NFP et qui essaye de trouver un compromis pour éviter que la France sombre dans l'impasse. Compromis, ça veut dire que de citer 2-3 mesures. Ce qui serait bien, c'est un ISF climatique. Ouais. Ce qui serait bien, ce serait des mesures franches et directes en direction des bas salaires. Ce qui serait bien, c'est qu'il revoie sa cure d'austérité en direction des collectivités territoriales. Déjà, s'il nous envoie un signal fort dans cette direction, on pourra dire, bon, on peut commencer à réfléchir sur les chemins de... Sinon, c'est la motion de censure. Sinon, motion de censure. Et sinon, pour éviter une instabilité structurelle, discuter avec les partenaires étrangers. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent ? On ne veut plus investir en France. On ne veut plus investir en France parce que qu'est-ce qui a été la caractéristique de la France, Frédéric Aziza, pendant des années, la stabilité. Là, on a une espèce d'instabilité qui était digne des pays nouvellement démocratisés dans les années 70. Donc, il faut un gouvernement technique. Alors justement, si le gouvernement Barnier est renversé, vous préconisez un gouvernement technique. Absolument. À quoi ressemblerait un gouvernement technique ? Ça faudra demander au Premier ministre qui sera... Non mais vous avez une idée ? Des techniciens qui sont dans une... Moi, j'ai toujours... Et d'ailleurs, gouvernement technique avec ou sans Barnier ? Alors, Barnier, pour moi, c'est fini. Fin du script. S'il est censuré, rien. Non, mais c'est fini, merci. Ouais. Michel Barnier, Frédéric Aziza, il avait une seule mission, c'est apaiser et assurer la transition. Il devait porter, avec son soi-disant expérience, avec sa hauteur, avec son expérience de Bruxelles, son expérience d'élu local, il devait nous apporter de la stabilité et de l'apaisement. Au désordre, il a ramené du désordre. Et alors ? Alors quoi ? Alors il s'est déjà vu présidentiel pour 2027. Il est tombé exactement dans les mêmes travers que Le Pen. C'est moi qui le dis, hein. Bien sûr, c'est moi qui le dis, c'est moi qui suis invité. Donc, non, mais sur la volonté de Michel Barnier de se présenter en 2027, pour l'instant, il n'a pas dit. Non, mais attendez, il est arrivé, il est déjà avec ses calculs à la petite semaine. Ouais. Il a tout fait exploser. Même les élections partielles qui auront lieu dans l'Est et dans les Hauts-de-Seine, il n'y a plus d'accord à droite. Rien. C'est explosé façon puzzle, comme dirait l'autre. Donc, un gouvernement technique. Alors, si vous me ramenez la femme ou l'homme providentiel Lucie Castet. Attendez. Si vous me ramenez la femme ou l'homme providentiel qui sera en capacité de vous dire, c'est quoi, monsieur Aziza ? Voilà, j'ai mon dossier et j'ai réussi à faire un bloc républicain, une coalition, une cohabitation, où j'ai réussi à mettre tout le monde d'accord. Alors là, j'arrive, je reviens ici et je vous dis, exceptionnel. Sauf que là... Avec Cazeneuve, par exemple ? Non, mais le sujet, c'est pas les noms. Ouais, non, attendez. On parle de sauver la France. C'est un projet commun, quoi. C'est ça. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est pour le chaos ou contre le chaos ? Moi, je suis contre le chaos. Je suis pour sauver le pays. C'est pour ça que vous dites gouvernement technique. Gouvernement technique, paix des braves, que chacun reprenne ses billes et on se prépare jusqu'à la prochaine élection. La prochaine élection, c'est municipale ou la présidentielle ? Ou une prochaine dissolution. Ouais. Prochaine dissolution. Donc, prochaine dissolution qui peut avoir lieu à l'été prochain. Hein. L'été prochain, septembre prochain. Donc, avec un calendrier, mais au 6 moins mois, quoi. 6 mois, 8 mois, 10 mois, avec des éléments clairs, voter le budget, des mesures de stabilité, discuter avec Bruxelles. Il va y avoir... S'il y a censure pour nos éditeurs, s'il y a censure, pas de budget. Il n'y a pas de budget. Et là, ça pose un gros problème pour la France. Ça peut renvoyer à une crise financière, budgétaire, européenne grave. Budgétaire, institutionnelle, géopolitique. Comme vous l'avez évoqué en début d'émission, il va y avoir des élections en Allemagne. Trump prend ses fonctions en début janvier. Si derrière, notre pays n'est pas en capacité de dégager une stabilité forte, comme dirait Shakespeare, là démarre l'embarras. Donc c'est pour ça que vous demandez un gouvernement technique. Absolument. Et alors en parlant de gouvernement technique, il y a 2 jours, ça vous a valu les foudres de Jean-Luc Mélenchon, qui dit que c'est du jamais vu dans l'histoire du socialisme de France de faire une telle proposition. On a l'impression que vous jouez au PS et vous-même avec Mélenchon, c'est plus socialiste que moi, tu meurs. C'est ça ou pas ? Moi ou Mélenchon ? Mélenchon. Ça faudra lui demander. Enfin, vous en général. Plus socialiste que moi, tu meurs. Mais moi, je suis plus républicain, tu meurs en tant que socialiste. Ouais. Lorsque Jean-Luc Mélenchon me dit ça s'est jamais vu dans l'histoire du socialisme, est-ce que dans l'histoire de la gauche française, on a déjà vu un comportement comme le sien ? Réponse. Qui vise à être dans l'incantation, dans la déstabilisation, dans le chaos. Moi, je suis quelqu'un de responsable, Et quand on est responsable politique, on doit être porté par cette boussole. C'est le chaos que certaines et certains visent uniquement... Certains et certaines, c'est LFI Mélenchon.
Marine Le Pen également. Et Marine Le Pen. Ils ont le même calendrier. Ils ont le même calendrier. Il y a un axe Mélenchon-Le Pen. Il y a une convergence d'intérêts, il y a une convergence des luttes. C'est quoi? Faire démissionner M. Macron. Et moi, je suis contre la démission du président de la République. Pour vous, ils veulent une élection présidentielle anticipée pour tourner la page d'Emmanuel Macron, pour arriver au pouvoir. Tous les observateurs sérieux, comme vous, sérieux, confirment une information qui consiste à se dire: Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, faire démissionner, créer du chaos, créer du désordre et pousser à la démission Emmanuel Macron. Effectivement, Mélenchon, lors de son tweet, me rend hommage en disant ça s'est jamais vu dans le socialisme, français. Mais est-ce que dans l'histoire de la Ve République, post-De Gaulle, on a déjà eu un président de la République qui a été forcé à démissionner à cause d'un chaos? Je dis bien post-De Gaulle. Jamais, jamais. Vous rendez-vous compte? C'est le parti du chaos? C'est le parti de l'incantation. C'est pas LFI. Attendez, moi j'invite une partie des LFI à se détacher de Mélenchon. J'invite une partie des écologistes à se détacher de Mélenchon. J'invite une partie des socialistes à se détacher de Mélenchon. Et j'invite une partie des électrices et des électeurs de gauche à se détacher de Mélenchon. Et donc des Françaises et des Français. Ouais. Donc c'est pas du tout le sujet de LFI. Il faut pas mettre tout le monde dans le même... C'est le leader de LFI qui est dans une logique d'instrumentalisation de l'ordre pour du désordre. On en parlera tout à l'heure un peu plus de Mélenchon. Et alors, si le gouvernement Barnier résiste à la motion de censure, comment vous envisagez la suite? S'il reste en place, il n'y a pas de censure. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je vais... Là, vous dites encore il faut un gouvernement technique ou pas? Si jamais le budget est voté? Ouais. Si jamais le budget est voté. Donc là, on rentre dans une situation où, en fonction les collectivités territoriales vont souffrir, les bas salaires vont souffrir, les agriculteurs vont souffrir. Mais c'est une crise ou pas? On est en pleine crise économique, sociale. Et maintenant, il faut éviter la crise institutionnelle. On l'a évoqué en début d'émission, on a une crise géopolitique. Donc là, ce qu'il faut, c'est sauver ce qu'on doit sauver, c'est-à-dire nos institutions, l'ordre. Alors, dans l'actualité, Karim Bouamrane, il y a l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par les autorités algériennes la semaine dernière, samedi, il y a une semaine quand il est arrivé à Alger. À lire le communiqué de l'agence de presse algérienne qui parle de France macrono-sioniste. Sansal paye pour le rapprochement entre la France et le Maroc, mais aussi pour ses propos, ses réflexions sur l'Algérie, sur l'islamisme, mais aussi sur Israël et ses rapports chaleureux, comme vous d'ailleurs, avec le monde juif. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, c'est un sujet qui intègre plusieurs éléments. Ouais. Très compliqué. Et encore plus compliqué parce qu'on parle de la relation et on saura entre la France s'il reste en prison ou pas, et l'Algérie, entre le Maroc et l'Algérie, porté par un responsable politique que je suis, français d'origine marocaine, dans une radio qui s'appelle Radio J. Donc vous imaginez le coup à 5 bandes. Ce que je dis simplement, c'est que j'espère que ce militant des droits de l'homme, de la paix, des valeurs universelles que nous partageons, vous et moi, ici à Radio J, soit libéré le plus tôt possible. Alors il y a 20 ou 30 ans, Karim Bouamrane, la gauche aurait dénoncé l'arrestation de Sansal, unanimement. Et aujourd'hui, elle se tait. Elle est très silencieuse, trop silencieuse, ou accompagne ses commentaires de soutien, entre guillemets, à Boualem Sansal, en insistant sur le soutien de la droite et de l'extrême droite à Sansal. Est-ce que là aussi, c'est pas difficile de faire plus ignoble? C'est ce que je disais au début, on ne se détermine pas en fonction des autres, on se détermine en fonction de sa matrice et de sa boussole politique. Moi, mes valeurs, ce sont les valeurs universelles. On a un intellectuel qui est en prison uniquement à cause de ses opinions. Lorsqu'on est socialiste, on doit le soutenir. Quel que soit son pays, quel que soit le parti socialiste dans lequel on se trouve. Le silence de la gauche, est-ce qu'il ne vaut pas approbation d'une partie de la gauche, on va dire? Il faut demander à Olivier Faure. Moi, je me suis exprimé là-dessus clairement aujourd'hui dans votre émission. La gauche en général, c'est Tondelier, Olivier Faure, tous les responsables politiques qui sont à gauche. Qui sont à gauche. Vous notez leur silence? Je note leur silence. Leur discrétion. Je note, je vous dis, je note leur silence. C'est pas la mélanchonisation des esprits qui est en marche, là? Je sais pas.
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que est-ce que c'est la mélenchonisation des esprits? Je sais pas. Je vais pas. Encore une fois, moi, je lis pas tout au travers du prisme de Mélenchon. Mais je vois en tant que socialiste. Ouais. Et vous me posez votre question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est de gauche, on doit soutenir un militant des droits de l'homme? Oui. À 12 ans, je soutenais Mandela, je me battais pour libérer les responsables politiques, qui soient en Amérique latine, qui soient en Afrique, qui soient en Russie à l'époque de Solzhenitsyn. Ah, c'est mon combat. C'est votre combat. Alors, est-ce que ce qui se passe à gauche autour de l'arrestation de Sansal n'est pas la confirmation de la haine d'une certaine gauche envers ses écrivains arabes, comme Boualem Sansal, comme Kamel Daoud, qui ne seraient pas dans le moule politiquement correct, c'est-à-dire anti-occidentaux, anti-blancs, anti-Israël, anti-juif, quelque part, il serait musulman d'apparence, hein, ça vous dit quelque chose? J'ai entendu parler de cette expression. Trop occidentalisé, traître à la cause. Alors, votre question, elle est double. Est-ce que le manque de condamnation des responsables politiques de gauche, c'est par rapport à cet angle que vous venez de décrire, ou par rapport aux autorités algériennes? C'est quel point? Du côté d'Algérie ou côté France? Côté France. Côté France, derrière, on l'a vu avec la polémique de Boniface et de Muslim d'apparence, il y a cette espèce de volonté de cliver au maximum, dès qu'on a la troisième voie que nous incarnons, c'est-à-dire ni Hamas, ni Netanyahou, la paix. Alors, nous, on est pour la paix. On a le droit de parler de la paix. Depuis 15 ans, depuis que j'ai 15 ans, moi, 1978, Camp David, j'avais 5 ans. 5 ans, monsieur Aziza. Et mes parents m'ont éduqué au travers du prisme, il faut la paix. Camp David 1, Camp David 2, Oslo, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. Nous, on est pour la paix. Et est-ce que derrière, on peut se dire que ce camp majoritaire de la paix, qui porte des valeurs universelles de liberté, d'égalité, du vivre ensemble, mais bien sûr, ce qui a fait que la France est un grand pays, puisse parler encore plus fort que les autres? Moi, c'est ça, je fais le pari de cela. Alors, vous parlez de Boniface, son tweet. Le 21 octobre, il vous avait mis en cause en s'étonnant, je cite, qu'un musulman d'apparence, vous, en l'occurrence, ait refusé de s'exprimer sur le plateau de quelle époque sur France 2 au sujet de la guerre au Proche-Orient. Vous aviez déploré l'importation en France du conflit israélo-palestinien à des fins électoralistes. Comment vous avez vécu ces accusations, pour tout dire, racistes? Essentialistes, racistes, ignobles. Vous dites ces accusations essentialistes, racistes, ignobles. Mais bien sûr, à plusieurs titres. De Boniface. Donc, et je l'ai vécu avec... déjà, je voulais remercier tous les responsables politiques, qui soient de gauche ou de droite, intellectuels, qui ont exprimé le soutien et qui ont condamné vivement cette prise de position. À quoi ça renvoie? Il y a plusieurs éléments là-dessus. Si vous m'accordez 2 petites minutes pour déconstruire et ensuite repartir sur autre chose. En plus, c'est toujours bien de réagir à froid. Le premier, c'est que sa déclaration est fausse. Chez Léa Salamé, je ne refuse pas de m'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Je dis simplement que je condamne le fait qu'on importe un conflit à des fins électoralistes. Et je me suis exprimé, j'étais le premier à condamner le Hamas comme groupe, comme action terroriste, et comme le comportement du 7 octobre était une action terroriste. Et lorsque, au mois de mai, Netanyahou à Rafah, lors de l'attaque de Rafah, j'avais condamné Netanyahou. Et avant même le 7 octobre, avec des responsables politiques israéliens, on était mobilisés contre Netanyahou. Donc, Boniface. Donc, non, mais le premier point, c'est que je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises. Boniface considère qu'un gars qui s'appelle Bouamran est déjà forcément musulman. Il ne connaît pas ma vie. Il le dit en plus dans son tweet. C'est ça qui est drôle. Il dit « je ne connais pas, mais ce musulman d'apparence ». Donc, il ne connaît pas mes convictions religieuses. Je peux être bouddhiste, je peux être juif, je peux être non-croyant, je peux être musulman, je peux être orthodoxe. Mais Karim Bouamran, pour lui, c'est musulman et d'apparence. Et d'apparence. Donc, il se couvre. Donc, il prend une petite assurance. On ne sait jamais. Et ensuite... Assurance vie? Assurance politique vis-à-vis de l'électorat qui cherche à exploiter, qui cherche à manipuler. On pourra reparler de ses déclarations d'il y a 20 ans qui lui a valu l'exclusion du PS. Je referme la parenthèse. Et il considère que lorsqu'on est un responsable politique musulman, automatiquement, on a une assignation à résidence politique. Donc, c'est de l'essentialisme, c'est du racisme. Et vous dites Boniface est essentialiste, raciste? J'ai dit, c'est propos. Alors, justement, après, il s'est excusé, il les a enlevés. Ouais. Vous parlez de la note de Boniface d'avril
2001, une note interne pour le PS, où il développait l'idée, Pascal Boniface, une idée d'ailleurs anti-républicaine et communautariste, que les musulmans en France, étant bien plus nombreux que les juifs, le PS devrait critiquer davantage Israël, non seulement, je le cite, parce que la cause est juste, mais faute de quoi les élections à venir, donc après 2001, risquaient d'être compromises. On précise que c'était en tout cas une façon détestable, justement, d'importer le conflit israélo-palestinien en France et de pratiquer une sorte de chantage électoraliste. Nombre de ténors à l'époque ont décidé que Boniface n'avait plus sa place au sein de votre parti, le Parti socialiste, ce qu'il interpréta à l'époque Boniface comme ayant dérangé le lobby sioniste, pour ne pas dire juif, et signale le début du côté de Boniface de sa grande paranoïa à ce sujet. Est-ce que quelque part, ce n'est pas la stratégie de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Mélenchon 2001, Boniface 2001, Mélenchon 2024. La stratégie qui consiste à quoi? À considérer que dans les quartiers, il faut monter les musulmans contre les juifs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Déjà, c'est mal connaître les quartiers. Mmh. Je suis né. Les trois quarts de mes potes juifs viennent de Belleville ou viennent de Sarcelles ou viennent des cités pauvres. Mais nous, on a grandi comment, Frédéric Aziza? Avec des Noirs, avec des Arabes, avec des Juifs. Le point commun qu'on avait tous, et des catholiques ou des non-croyants, le point commun qu'on avait tous, c'est qu'on était tous pauvres. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils pensent qu'en balançant des phrases comme ça... Vous parlez de qui, là? Vous avez évoqué Boniface et son analyse. Mais il y en a beaucoup qui pensent ça. Ouais. Ils pensent que derrière... C'est nocif, vous voulez dire? C'est pas nocif, c'est pas du tout républicain, c'est pas du tout notre culture. Vous allez vous discuter avec n'importe quel maghrébin, n'importe quel juif, séfarade. On n'a jamais été éduqué avec un sentiment de haine. Il n'y a que de l'amour entre nous. Ça n'existe pas. Ça, c'est typique réflexion de politique ou de technocrate déconnecté de la réalité. Mais ça marche, malheureusement. Mais ça marche. Mais ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle le camp majoritaire, moi, je vous dis, le matin, quand je me lève, je rêve de cette espèce de coalition qui consisterait à prendre toutes les personnes, que ce soit des gens de Radio J, que ce soit Beurre FM, où je connais bien, que ce soit Radio Soleil, que ce soit des intellectuels. De travailler ensemble. Non, c'est pas travailler ensemble. De prendre le pouvoir ensemble. Je parle pas de travailler ensemble, moi. Je parle de pouvoir économique, culturel, politique, qui ferait en sorte que la ligne directrice serait la paix, l'apaisement, la bienveillance, l'amour entre les peuples et le bon vivre ensemble. On peut se dire ça comme projet. Alors, la paix, le Proche-Orient, les réactions de la CPI contre Netanyahou et Yoav Gallant, dans la demande de leur arrestation, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan Netanyahou, Gallant et les chefs du Hamas? Il y a deux éléments. Il y a un terroriste qui a été condamné pour avoir tué, violé 1200 personnes, qui s'avérait qu'il y avait eu le simple problème d'être israélien. Bon, donc évidemment, c'est la CPI. Et à côté de ça, il y a un chef d'État qui a une réponse totalement asymétrique et qui a causé des milliers et des milliers de victimes, principalement des enfants, des femmes, qui effectivement doit être condamné. Et encore une fois, il faut déconnecter Netanyahou de l'État d'Israël. C'est deux choses différentes. L'État d'Israël a le droit de se défendre. Oui. Est-ce que Netanyahou, qui s'était engagé à régler le sujet du Hamas, a réussi sa mission? Non. Libérer les otages? Non. Apporter de la paix? Non. Bon, en attendant, nous sommes les victimes collatérales. Le sol français doit-il être interdit à Netanyahou? Est-ce qu'il doit être arrêté s'il met les pieds en France? Oui. Dura lex et lex, il faut respecter la loi. Donc bien sûr. Arrêté s'il met les pieds en France? Bien sûr. Et alors, autre question, après on passe à un autre sujet, pourquoi la CPI ne dit rien sur le Soudan, sur Assad ou sur l'Iran? Je ne suis pas responsable de la CPI. Non, mais comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. C'est un bug? Je ne sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, votre question est légitime. Oui, il y a le sujet du Soudan, il y a le sujet du Congo, il y a le sujet de tous les criminels de guerre qui sont dans le cloud. Vous avez complètement raison. Alors, on avance. On revient en France. Le député LFI Hugo Bernalicis, soutenu par son groupe, a déposé une proposition de loi visant à abroger le délit de provocation et d'apologie du terrorisme du Code pénal.
est-ce que vous dites comme Bruno Retailleau que c'est difficile de faire plus ignoble? Le 13 novembre dernier, Monsieur Aziza, j'étais au Stade de France. J'ai un ami militant d'enfance, Habib, qui était là le 13 novembre, qui est en chaise roulante maintenant. 13 novembre 2015. Hein? Il était là, France-Allemagne, avec mon ami le sénateur Rachid Temal. Ils ont failli mourir. Et Habib, il est en chaise roulante. J'ai discuté avec Madame Diaz, son époux, qui était à Saint-Denis, décédé. Il bossait, chauffeur de bus. Ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être mon voisin. J'ai discuté avec ses enfants, avec son gendre. J'ai discuté aussi avec Monsieur Duperron. Monsieur Duperron, son fils est mort le 13 novembre. Et Monsieur Duperron, son frère Nicolas est un ami, il habite à Saint-Ouen. Et alors? Alors, ce monsieur, ce député, il devrait s'excuser auprès des victimes. Il devrait s'excuser auprès des Françaises et des Français. Et son groupe? D'autant plus que... Et sa présidente de groupe, d'autant plus que eux qui prennent souvent, qui se revendiquent être le porte-parole des quartiers populaires, les 3 exemples que je vous ai cités, ils vivent dans des quartiers populaires. Donc allez voir les Françaises et les Français dont les proches ont été victimes du Bataclan, victimes du 13 novembre. Ces propos sont ignobles, indignes d'un responsable politique, indignes d'un député. J'espère que ça a été pour lui uniquement une fausse route et qu'il reviendra sur ses propos et qu'il exprimera ses excuses. Approuvé par les députés de son groupe et par la direction de son parti. Donc, est-ce que, vous savez, je vous posais la question cash, est-ce que la proposition de loi de Bernalicis, elle ne démontre pas que pour LFI, c'est gloire au terrorisme, gloire aux terroristes, gloire à la charia? Je pense que c'est gloire à Mélenchon, gloire au chaos, gloire à tout ce qui peut contribuer au désordre pour pouvoir engendrer des élections anticipées, et donc gloire au buzz, et gloire à, et permettez-moi cette expression très prosaïque et légèrement grossière, à la bordélisation ambiante. Voilà. Donc c'est la surenchère du bad buzz. Et malheureusement, ce député n'a pas pris totalement conscience de la gravité de ses propos au regard de la situation. Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI multiplient depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations relents nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalistes d'origine juive, en clair, des déclarations et des prises de position antisémites. Un sondage Ipsos pour le CRIF démontre les ravages de la stratégie de Mélenchon. 20% des sympathisants de LFI souhaitent le départ des Juifs de France. 40% affirment avoir de la sympathie pour le Hamas. 55% adhèrent à au moins 6 opinions antisémites. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Que vous inspire ce sondage? Bon, l'antisémitisme en France n'est pas la résultante directe de LFI et Mélenchon. Il est endémique, il est structurel et malheureusement, il remonte à plusieurs siècles. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une contribution, un accélérateur de particules du comportement de Mélenchon, notamment au compte des organisations juives? Oui. La première fois de ma vie que j'ai ressenti que la communauté juive avait peur, c'est que lorsque je suis allé à la manifestation contre l'antisémitisme il y a un peu plus d'1 an maintenant. Le 11 novembre. C'est ça, hein, 11 novembre. Le 16 novembre, enfin novembre dernier. Très peu de jeunes, très peu d'élus. Beaucoup de juifs. Oui, mais j'ai senti beaucoup de dignité chez les juifs, mais beaucoup de peur. Moi, tous mes potes juifs avec qui étaient présents avec moi lors de cette manifestation, j'ai ressenti cette peur. La peur de qu'est-ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment de bascule. Où le filet contre l'antisémitisme, ce sont les élus républicains, ce sont les responsables politiques. Et si jamais, derrière, que ce soit contre le racisme, l'antisémitisme et les actions anti-musulmans. Bien sûr. Donc c'est les deux. Et derrière, on arrivera à lutter contre l'antisémitisme, contre les actes anti-musulmans, si jamais on arrive à mobiliser toutes celles et ceux qui ont comme ligne directrice égalité, bagarre contre le racisme. Et vivre ensemble. C'est la base. C'est pour ça que je fais de la politique. Est-ce que Mélenchon et les filles ne sont pas en train de pourrir la jeunesse en France en ayant choisi une stratégie depuis le 7 octobre visant à fidéliser un électorat obnubilé par la haine d'Israël et la haine des Juifs? Est-ce que vous ressentez ça à Saint-Ouen? Oui, à Saint-Ouen, non. À Saint-Ouen, c'est on ne sait pas ce que c'est
Saint-Ouen, non, mais je veux dire à Saint-Ouen, parce que je suis maire de Saint-Ouen, ouais. mais juste la spécificité, entre guillemets, odonienne, on n'a jamais été perçu au travers de son prisme d'origine culturelle. Mais est-ce que Mélenchon est en train de pourrir la jeunesse ? Mais la jeunesse, non, mais il est en train de chercher à instrumentaliser une grande partie de la communauté musulmane qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, n'a pas eu la reconnaissance d'une partie des politiques qui a souvent été abandonnée par la gauche du fait de toutes les discriminations, tous les actes anti-musulmans. Vous avez ressenti, vous d'ailleurs, quand vous étiez enfant, ces discriminations ? Moi, j'ai reçu plus de discrimination parce que j'étais pauvre que parce que j'étais musulman. Mais le fait d'avoir été musulman, ça a compté aussi, je suppose. J'ai ressenti cette discrimination plus phénotype anti-musulman potentiel d'apparence, anti-musulman d'apparence. Quand on est rentré un peu dans les hautes sphères, c'était une discrimination sournoise, ouais. Mais comme mes amis juifs. Et vous vous êtes imposé. Mais comme mes amis juifs, ouais. comme mes amis noirs, ouais. comme mes amis femmes. Ou homosexuels. Homosexuels, exactement. Hein, tout ce qu'on appelle malheureusement les minorités qui sont la majorité. Alors, au sein du groupe LFI, il y a le député Kerbra, vous vous souvenez, qui a financé ses achats de drogue par ses frais de mandat. Il y a le triple fichier S Raphaël Arnaud, l'ex-dealer Louis Boyard, et tous ceux qui, depuis le 7 octobre, comme Thomas Porte, David Guiraud, Ercilla Saudé, Daniel Obono, Marie Mesmer et quelques autres, multiplient les déclarations antisémites sous couvert d'antisionisme. Il y a aussi le cas d'Éric Coquerel, qui a déclaré qu'Elias Zimzalen, ce salafiste FICES, poursuivi pour avoir appelé à l'intifada en France, à côté duquel il manifestait pas loin de Saint-Ouen contre la venue du match France-Israël, est plus respectable que Bruno Retailleau. Bref, avec LFI, on n'est jamais déçu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas plus que ce que je disais par rapport aux valeurs, à mes combats pour mes valeurs universelles de paix. Si l'objectif, c'est tout le temps... Est-ce que derrière, combattre pour l'égalité des peuples, le peuple des Palestiniens, l'égalité et la reconnaissance de deux États, est un combat louable et qu'on doit tous porter collectivement ? Mais bien sûr, mais bien sûr. On est tout le temps, révolté par la mort d'innocents, qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient israéliens. Bon, on s'est toujours battu pour la liberté des peuples à se disposer de leur propre autonomie, oui. Mais est-ce que derrière, ceci est un moyen pour instrumentaliser une partie du peuple français parce qu'il serait d'origine musulmane pour servir un agenda politique ? La réponse est... C'est un jeu très dangereux. Et je vous posais la question... Parce que ça fissure le ciment républicain. Alors justement, je vous posais la question autrement. Un front républicain qui a été mis en place en juillet dernier pour faire élire des gens comme Andy Kerbra, Éric Coquerel, Hugo Bernalicis, dont on vient de parler, Thomas Porte, David Guiraud et les autres. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça peut encore avoir du sens à l'avenir ? La question, c'est est-ce que ça peut avoir du sens ? Parce qu'on ne va pas faire la petite rétroviseur. Est-ce que ça peut avoir du sens ? La question, c'est est-ce que c'est une alliance ? Ça se fait en fonction des projets, des valeurs, et pas en fonction des logos. Bon, aujourd'hui, le NFP, c'est pas Europe Écologie, c'est pas le Parti Socialiste, c'est pas le Parti Communiste qui l'a tué. C'est tout de suite Mélenchon en déclarant... Vous dites LFP est mort ? Non, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mélenchon qui l'a dit. Mélenchon a dit, texto, je serai candidat à la présidentielle, et Bompard, son bras droit, a dit, il n'y aura pas de primaire. Donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc il n'y a plus d'NFP. D'ailleurs, LFI, c'est un parti ou c'est la secte Mélenchon ? Non, c'est un parti. C'est un parti avec un leader maximo. Ou minimo. Dans les années 80 et 90, les partis républicains de droite et de gauche, du RPR au PS, avaient mis en place ce qu'ils appelaient, c'est Jacques Chirac qui avait utilisé cette expression, un cordon sanitaire visant à empêcher tout rapprochement entre la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui mettre en place un cordon sanitaire visant à empêcher tout rapprochement entre la gauche, en l'occurrence le PS, et l'extrême gauche, en l'occurrence LFI ? Mais, encore une fois, il ne faut pas avoir une obsession de LFI. Il faut avoir une obsession de nos valeurs. Ouais, valeurs. Et à partir du moment où nos valeurs ne sont pas respectées, eh bien, les alliances ne peuvent pas se faire. Mais si jamais on a des alliances contre nature, automatiquement, on reviendra sur cette problématique-là. Alors, on en revient au sondage. Vous allez dire que j'ai une obsession. Non, pas du tout. Sondage Ipsos pour le CRIF. Il y a un ressenti des sympathisants du PS qui est intéressant. 83% d'entre eux dénoncent l'antisémitisme de Mélenchon. Est-ce que le PS peut retrouver sa crédibilité sans rompre avec Mélenchon ?
le PS, 83% des sympathisants PS considèrent que Mélenchon, quelque part, est antisémite. Le rapport avec les partenaires du PS doit se faire au travers des valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, des principes républicains. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces principes sont respectés par tous les partenaires? La réponse est non. Mais il n'y a pas que cela. Parce qu'on parle du rapport avec... on parle du sondage qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi les questions économiques, il y a les questions sociétales, il y a le rapport avec la démocratie, il y a le rapport avec les institutions. Bon, il y a plein d'éléments où je ne me reconnais pas. Il y a le rapport avec la géopolitique. Il y a plein d'éléments où j'ai du mal à me retrouver avec Jean-Luc Mélenchon. Et alors, en revanche, une partie des gens qui votent pour la LFI, c'est eux qu'il faut récupérer. C'est eux qu'il faut leur dire. Vous parlez des quartiers. Les jeux des quartiers, il faut aller discuter avec les personnes des quartiers, leur donner plus d'espoir et d'espérance et leur expliquer que l'issue favorable, c'est justement porté par des responsables politiques comme nous. Dernière question. Vous avez un congrès au PS au printemps prochain. Au centre du congrès, ce sera quoi? L'insoumission ou la soumission à LFI ou pas? Il faut que ce soit une équipe qui se prépare pour pouvoir gagner en 2027. Et c'est tout sauf Olivier Faure? Non, je me définis pas par rapport à Olivier Faure. C'est tout sauf une ligne qui nous mettra à la remorque de qui que ce soit à gauche qui ne respecterait pas nos valeurs. Merci Karim Boumerane. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne fin d'après-midi. C'est fini déjà? Sur Radio J, oui, et on se reverra. C'est rapide. Et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.